Une petite fille de 5 ans traverse un restaurant de luxe en courant entre les tables. Les convives se retournent. Les serveurs s'immobilisent. Et au milieu de ce silence gêné, cette petite fille s'arrête devant un homme, le regarde droit dans les yeux, et crie de toutes ses forces. « Papa! Je t'ai enfin trouvé !» L'homme pose son verre. Il regarde autour de lui comme s'il cherchait à qui appartenait cet enfant. Puis il se penche doucement vers elle et dit d'une voix ferme. « Non. Tu t'es trompé. Je suis pas ton papa. » La petite fille ne bouge pas. Elle ne pleure pas. Elle ne recule pas. Elle le regarde avec une certitude absolue que seuls les enfants possèdent. Et c'est là qu'une femme arrive derrière lui, essoufflée, les yeux écarquillés. Une femme qu'il reconnaît instantanément. Une femme qu'il n'a pas vue depuis 6 ans. Son ancienne petite amie. Elle pose sa main sur son épaule. Elle prend une grande inspiration. Et elle dit 4 mots qui vont faire voler sa vie en éclats. « Si. C'est ta fille. » Avant de continuer cette histoire qui va te tenir éveillé jusqu'à la dernière seconde, prends un instant. Si tu regardes cette vidéo depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Abidjan, depuis Dakar, depuis n'importe quel coin du monde francophone, dis-le en commentaire. Dis-moi d'où tu me regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, appuie sur le bouton rouge maintenant parce que les histoires que l'on raconte ici sont des histoires qui parlent de vraies émotions, de vraies situations, de vraies vies. Abonne-toi, aime cette vidéo. Et surtout reste jusqu'à la fin parce que ce qui va se passer dans les prochaines minutes va te prouver que la vie a parfois des plans que personne ne peut anticiper. Londres. La ville de tous les possibles et de tous les contrastes. Une ville qui respire fort, qui sent le café du matin mêlé à la pluie qui ne part jamais vraiment. Une ville où les immeubles en verre reflètent des ciels gris mais aussi des couchers de soleil orange et rose qui coupent le souffle. Londres, avec ses marchés de Brixton où les odeurs de cuisine afro-caribéenne envahissent les ruelles. Avec ses barbiers de Peckham où les hommes refont le monde pendant 2 heures le samedi matin, avec ses églises évangéliques de Hackney dont les chœurs font vibrer les murs chaque dimanche. Cette ville était la ville de Mike Okafor depuis sa naissance, 30 ans plus tôt, dans une petite maternité du sud de la ville. Mike était né d'un père nigérian et d'une mère jamaïcaine qui s'étaient rencontrés à Brixton dans les années 90, 2 immigrés qui avaient travaillé dur, très dur, pour donner à leur fils une vie meilleure que la leur. Son père vendait des accessoires pour téléphone dans une boutique de Croydon. Sa mère travaillait comme aide-soignante dans un hôpital du nord de Londres, partant à 5 heures du matin et revenant à 20 heures, les pieds douloureux et le dos cassé mais toujours avec un sourire pour son fils unique. Mike avait grandi dans ce mélange de culture, de langue, de musique et d'odeur. Il parlait français parce que sa mère avait grandi en Martinique avant de venir en Angleterre et lui avait transmis la langue comme un cadeau précieux. Il parlait le yoruba de son père, quelques mots de patois jamaïcain et bien sûr l'anglais de la rue londonienne. Il était le produit de tout ça, un enfant de Londres dans toute sa complexité magnifique. Et Mike avait réussi. Pas grâce à une chance soudaine ou à une loterie quelconque, mais grâce à un cerveau qui fonctionnait autrement que ceux de ses camarades d'école. Dès l'âge de 15 ans, il investissait ses petites économies dans des actions cotées en bourse, il lisait des livres de finance pendant que les autres garçons de son quartier regardaient des matchs de football. À 18 ans, il avait lancé une application mobile de mise en relation entre propriétaires de petites épiceries africaines et fournisseurs grossistes. Un concept simple, une exécution brillante. À 22 ans, l'application comptait 300 000 utilisateurs en Europe et en Afrique de l'Ouest. À 25 ans, il avait revendu cette application pour une somme qui lui avait permis d'investir dans l'immobilier londonien. Et à 30 ans, Mike Okafor était millionnaire. Pas dans les rêves, pas dans les projets. Dans la réalité. Il vivait dans un appartement au 5e étage d'un immeuble moderne de Kensington, avec une vue sur les toits de Londres qui lui rappelait chaque matin pourquoi il avait travaillé si dur. L'appartement était sobrement luxueux, du mobilier en bois sombre, des tableaux d'artistes africains contemporains au mur, une cuisine équipée qu'il utilisait peu parce qu'il sortait manger souvent. Il avait une Mercedes noire garée dans le parking souterrain de l'immeuble, des costumes taillés sur mesure dans une boutique de Savile Row, et une réputation dans les cercles d'affaires londoniens afro-caribéens qui lui ouvraient toutes les portes. Mais Mike avait une faille. Pas une petite fissure, une vraie faille, profonde et ancienne. Il avait du mal avec les femmes. Pas à les séduire, ça, c'était facile pour lui. Le problème c'était de les garder. Ou plutôt, le problème c'était qu'il ne savait pas comment être présent quand une relation devenait sérieuse. Il devenait distant, absorbé par ses affaires, incapable de donner à une femme l'attention et la chaleur dont elle avait besoin. Chaque relation finissait de la même façon. Une rupture douloureuse, des reproches qui sonnaient tous pareils. «
Tu n'es jamais là, Mike. Tu m'écoutes pas, Mike. Tu penses qu'à ton argent, Mike. Et lui, il encaissait, il acquiesçait, il s'excusait, et il passait à autre chose. Seul dans son grand appartement avec sa vue sur les toits de Londres. Jusqu'à Sandy. Sandy Mensah était la fille d'un homme d'affaires ghanéen installé à Londres depuis 20 ans. Elle avait grandi dans le confort, elle avait étudié le droit à l'université de Bristol, elle était maintenant avocate dans un grand cabinet du centre de Londres. Elle était belle d'une façon qui forçait les regards dans la rue, grande, svelte, avec des cheveux naturels toujours parfaitement entretenus et des yeux en amande qui savaient passer en une fraction de seconde de la douceur à la froideur selon les circonstances. Sandy savait ce qu'elle voulait dans la vie et elle avait décidé que Mike correspondait à ce qu'elle voulait. Ils s'étaient rencontrés à une soirée privée organisée dans un club de Notting Hill, une de ces soirées où les invitations se méritaient et où les tenues valaient parfois plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes. Mike l'avait remarqué de loin. Sandy avait attendu qu'il vienne la voir, ce qui avait pris exactement 7 minutes, elle avait compté. Depuis cette nuit-là, ils se voyaient régulièrement. Cela faisait maintenant 8 mois qu'ils étaient ensemble et Sandy commençait doucement, très doucement, à rêver de la suite. L'appartement, la bague, le mariage. Elle n'en parlait pas encore ouvertement mais dans ses conversations avec ses amis, dans ses regards qui traînaient sur les vitrines des bijouteries, dans la façon qu'elle avait de mentionner parfois que son appartement à elle était un peu petit, il était clair que Sandy avait un plan. Ce soir-là, le vendredi soir qui allait tout changer, Mike avait réservé une table au Douce Afrique, un restaurant gastronomique de Mayfair, tenu par un chef camerounais formé dans les meilleures écoles de cuisine française. Le genre d'endroit où le menu changeait chaque semaine selon les arrivages, où les serveurs portaient des costumes et connaissaient chaque plat par cœur, où la lumière était tamisée et la musique douce, du jazz afrobeat qui flottait dans l'air sans jamais déranger les conversations. Mike aimait cet endroit. Il y amenait ses associés pour les dîners d'affaires, il y était venu plusieurs fois avec Sandy, et la propriétaire, une femme imposante et joyeuse du nom de Mama Chantal, le saluait toujours avec une chaleur sincère. Sandy était ravissante ce soir-là. Une robe longue couleur bordeaux, des boucles d'oreilles en or, les cheveux relevés en chignon. Mike, de son côté, portait un costume bleu nuit sur une chemise blanche, sans cravate, décontracté mais soigné. Ils avaient commandé du vin, ils partageaient une entrée de plantain doré accompagnée d'une sauce au beurre de cacahuètes légèrement épicée. Et la conversation était fluide, agréable, pleine de rires et de petites taquineries que les couples qui se connaissent bien savent échanger. Mike venait de raconter une anecdote sur une réunion d'investisseurs qui avait mal tourné. Sandy riait en portant son verre à ses lèvres, et tout était parfait. C'est alors qu'il l'entendit. Au début, c'était juste un bruit dans le fond de la salle. Un bruit qui ne correspondait pas à l'ambiance du restaurant, un son aigu, précipité, comme quelque chose qui court. Dans un restaurant comme le Douce Afrique, on ne court pas. On marche lentement, on parle doucement, on existe dans un état de raffinement tranquille. Alors ce bruit de pas rapide, ces petits pieds qui tapent sur le parquet ciré, attirèrent l'attention de Mike avant même qu'il comprenne ce qui se passait. Il tourna légèrement la tête. Et il vit une petite fille. Elle avait environ 5 ans, peut-être 6. Des nattes bien faites avec de petites perles colorées au bout. Un manteau violet un peu trop grand pour elle. Des bottines noires sur des chaussettes blanches à rayures. Elle courait entre les tables avec une détermination absolue, les yeux fixés sur lui précisément. Et sur son visage il y avait une expression que Mike ne reconnut pas tout de suite tant elle était inattendue dans ce contexte. Une expression de bonheur pur. De soulagement. Comme si cette petite fille avait cherché quelque chose depuis très longtemps et qu'elle venait enfin de le trouver. Elle s'arrêta devant sa table. Elle le regarda. Elle prit une grande inspiration. Et elle cria, de toutes ses petites forces, d'une voix qui fit se retourner la moitié de la salle. « Papa! Papa, je t'ai trouvé !» Le silence qui suivit fut le silence le plus lourd que Mike avait jamais entendu. Sandy posa son verre. Un serveur s'immobilisa à 2 tables de là, une assiette en équilibre sur son bras. Mama Chantal, qui passait au fond de la salle, s'arrêta net. Et Mike regarda cette petite fille qui le regardait avec des yeux immenses, des yeux sombres et brillants, des yeux qui attendaient quelque chose de lui. Il était choqué, complètement déstabilisé. Son cerveau essayait de trouver une explication logique à ce qui se passait devant lui mais aucune explication raisonnable ne se présentait. Il secoua la tête doucement, comme pour se remettre les idées en place. « Non, dit-il, d'une voix qu'il voulut douce mais qui sortit un peu étranglée. Non, petite. Tu t'es trompée. Je ne suis pas ton papa. » La petite fille ne bougea pas. Elle ne pleura pas.
Elle ne courut pas non plus. Elle le regarda simplement, avec cette même certitude tranquille et absolue, comme si c'était lui qui se trompait et pas elle. Sandy regardait la scène avec un mélange de confusion et d'une inquiétude naissante qu'elle n'exprimait pas encore. Elle chercha les yeux de Mike. Mike ne la regardait pas. Il regardait la petite fille. C'est à ce moment précis que Mike entendit d'autres pas derrière lui. Des pas d'adulte, cette fois. Pressés, essoufflés, comme quelqu'un qui a couru pour rattraper quelqu'un d'autre. Il sentit une présence dans son dos avant même de se retourner. Il sentit quelque chose d'autre aussi, une chose plus difficile à nommer, comme une perturbation dans l'air autour de lui, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle. Il se retourna. Et le monde s'arrêta. Élodie Foncam se tenait là, derrière lui, les joues légèrement rouges d'avoir couru, les yeux écarquillés, la main posée sur la poitrine comme pour calmer son cœur qui battait trop vite. Elle portait un long manteau beige, ses cheveux étaient attachés simplement, elle n'avait presque pas de maquillage, et pourtant Mike la reconnut instantanément. Il aurait pu la reconnaître dans le noir. Il aurait pu la reconnaître après 100 ans. Parce que certains visages ne s'oublient pas, même quand on essaie. Même quand on a tout fait pour les effacer de sa mémoire. Élodie. Son ex-petite amie. La femme avec qui il avait vécu la relation la plus intense et la plus douloureuse de sa vie. La femme qu'il avait aimée d'une façon qu'il n'avait jamais suggérée. La femme dont il s'était séparé 6 ans plus tôt, une nuit de novembre, au cours d'une dispute qui avait duré des heures et qui s'était terminée dans les larmes, les portes claquées, les promesses brisées. 6 ans. 6 ans, il ne l'avait pas vue. Et elle était là. Leur regard se croisa. Ce fut une fraction de seconde, une toute petite fraction de seconde, mais dans cette fraction de seconde passa quelque chose d'indicible. Une reconnaissance. Une douleur ancienne. Une histoire qui n'avait jamais vraiment été fermée. Nina, dit Élodie, et sa voix était tendue, Nina viens ici. La petite fille se retourna vers sa mère, puis regarda Mike, puis regarda sa mère à nouveau, déchirée entre deux forces qu'elle ne comprenait pas encore complètement mais qu'elle sentait. C'est mon papa, dit la petite fille avec une conviction absolue. Maman, c'est mon papa. Tu m'as montré sa photo. Et là, quelque chose se brisa dans la poitrine de Mike. Pas de façon métaphorique. De façon physique. Il sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, quelque chose qui ressemblait à de la peur et à de l'incrédulité mélangées ensemble. Sa photo. La petite fille avait dit sa photo. Il se leva lentement. Sandy dit son prénom d'une voix basse et prudente mais il ne l'entendit presque pas. Il se leva et il fit face à Élodie qui se tenait devant lui, raide, les mâchoires légèrement serrées, avec dans les yeux une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. De la honte, peut-être. De la détermination, aussi. Et derrière tout ça, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Mike parla à voix basse pour que les autres tables n'entendent pas davantage. Élodie, qu'est-ce qui se passe? Élodie déglutit. Elle regarda Nina qui s'était rapprochée de sa jambe et qui l'avait prise par la main. Je suis désolée, dit Élodie. Je suis tellement désolée pour la façon dont ça se passe. Je ne savais pas qu'elle allait. Je ne savais pas que tu serais là. Nina m'avait dit qu'elle voulait aller aux toilettes et je l'ai perdue de vue une seconde et... Mike l'interrompit. Est-ce que tu es en train de me dire que cette petite fille... Il ne finit pas sa phrase. Il regarda la petite fille. Il la regarda vraiment, cette fois. Pas comme on regarde une inconnue qui vous a surpris dans un restaurant. Mais comme on regarde quelqu'un en cherchant quelque chose. Il chercha dans ce visage rond aux joues rebondies, dans ses yeux noirs en amande, dans cette bouche, dans ce menton légèrement en galoche. Il chercha. Et il trouva. Quelque chose dans la forme des yeux. Quelque chose dans la façon dont les sourcils se dessinaient. Quelque chose qu'il avait vu chaque matin dans son miroir pendant 30 ans. Il dut s'appuyer sur le dossier de sa chaise. Élodie le vit. Elle hocha la tête, très légèrement, comme une confirmation qu'il n'avait pas encore demandé à voix haute. Combien d'années? Demanda-t-il. 5 ans et demi, dit Élodie. Les calculs se firent dans sa tête en un instant. 5 ans et demi. Ils s'étaient séparés d'Élodie 6 ans plus tôt. Ils avaient été ensemble pendant 3 ans avant ça. Les derniers mois avaient été difficiles, leur relation se décomposait lentement sous le poids de ses absences à lui, de ses silences, de son incapacité à mettre la femme qu'il aimait avant ses ambitions. Élodie lui avait demandé des choses simples. Du temps. De la présence. Il n'avait pas su donner ça. Et visiblement, il y avait eu une dernière nuit, une de ces nuits où les couples qui se séparent se retrouvent une dernière fois dans la chaleur confuse d'un amour qui n'est pas encore tout à fait mort,
et visiblement cette nuit-là avait produit quelque chose. Quelqu'un. Sandy, derrière lui, s'était levé. Il sentit sa présence à côté de lui et il se tourna vers elle. Il vit dans son regard que Sandy avait compris. Que Sandy avait fait les mêmes calculs. Et que Sandy n'était pas contente. « Mike », dit Sandy d'une voix très calme et très froide. « Sandy », dit-il, « donne-moi juste. »« Non », dit Sandy. « Non. Je veux comprendre ce qui se passe. Est-ce que cet enfant est... » « Cet enfant s'appelle Nina », dit Elodie d'une voix ferme. « Elle a 5 ans et demi. Et si vous voulez bien nous excuser, je voudrais parler à Mike en privé. » La tension entre les deux femmes fut immédiate, palpable, comme deux fronts de tempête qui se rencontrent. Sandy regarda Elodie. Elodie regarda Sandy. Et Nina, qui ne comprenait pas tout mais qui sentait que quelque chose de grave se passait, se colla encore plus fort contre la jambe de sa mère. Mama Chantal arriva à ce moment-là, discrète et efficace comme toujours, et proposa à voix basse une salle privée à l'arrière du restaurant. Mike accepta avec soulagement. Il prit ses affaires, dit à Sandy de l'attendre, vit sur le visage de Sandy que cette demande n'était pas du tout bien accueillie, et suivit Elodie et Nina vers l'arrière du restaurant. La salle privée était petite, avec une table ronde et 4 chaises, un bouquet de fleurs séchées dans un vase, une lumière douce. Elodie s'assit. Nina grimpa sur une chaise et posa son menton dans ses mains, regardant Mike avec une curiosité intense et sans gêne qui n'appartenait qu'aux enfants. Mike s'assit en face d'Elodie. Il prit une grande inspiration. « Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte ?» dit-il. Elodie ne répondit pas tout de suite. Elle regarda ses mains sur la table. Quand elle releva les yeux, il vit qu'ils brillaient. « Parce que la nuit où ça s'est passé, tu m'avais dit que c'était fini entre nous. Définitivement. Tu m'avais dit que tu ne voulais plus de cette relation, que tu ne pouvais pas me donner ce que je méritais. Ce sont tes mots, Mike. Tes propres mots. Alors quand j'ai su que j'étais enceinte, 2 semaines après, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi pendant des semaines. Et je me suis dit que tu ne voudrais pas de cet enfant. Que tu m'avais dit toi-même que tu n'étais pas prêt pour ce genre d'engagement. » Mike voulut protester mais elle continua. « Et j'avais peur. J'avais peur que tu me demandes d'avorter. J'avais peur que tu disparaisses. J'avais peur que tu fasses de moi et de cet enfant un problème à gérer plutôt qu'une famille à aimer. Alors j'ai décidé de partir. J'ai demandé une mutation dans le travail, j'ai déménagé à Bristol, j'ai eu Nina là-bas. Et je l'ai élevée seule. » Mike écouta tout ça sans bouger. Il avait les mâchoires serrées et les mains à plat sur la table. « Tu aurais dû me dire, » dit-il. « Quelle que soit la situation entre nous, tu aurais dû me dire. »« Tu as peut-être raison, » dit Elodie. « Mais j'avais 24 ans, j'étais terrifiée, et j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais comme force à ce moment-là. » Un silence. Nina, qui avait écouté sans comprendre tous les mots mais en comprenant les tons, dit soudain d'une petite voix. « Tu es vraiment mon papa ?» Mike la regarda. Cette petite fille de 5 ans et demi avec ses nattes et ses perles colorées et son manteau violet, qui le regardait avec des yeux qui posaient la question la plus simple et la plus profonde du monde. Il ne sut pas quoi répondre. Pas encore. Il dit doucement. « On va vérifier, d'accord ? On va faire un test pour être sûr. Mais je promets que quelle que soit la réponse, je vais m'en occuper. » Nina réfléchit à ça une seconde. « Je veux que tu sois mon papa, dit-elle. Parce que j'ai pas de papa et Sofiane à l'école il a un papa et Lucas aussi et Amira aussi et moi j'en ai pas et c'est pas juste. » Et sur ce, elle sauta de sa chaise et alla regarder les fleurs séchées dans le vase, comme si la question la plus bouleversante de la soirée venait d'être réglée et qu'on pouvait passer à autre chose. Elodie et Mike se regardèrent. Quelque chose passa entre eux à ce moment-là. Un début de quelque chose. Ou plutôt, la fin de quelque chose d'autre. La fin d'une séparation de 6 ans pendant laquelle chacun avait vécu sa vie sans l'autre mais avec, quelque part au fond, cette histoire inachevée qui ne demandait qu'à trouver sa conclusion. Mike sortit de la salle privée quelques minutes plus tard. Sandy l'attendait à leur table, son manteau déjà sur les épaules. Ses yeux disaient tout ce qu'il y avait à savoir sur l'état de ses émotions à ce moment-là. Elle lui demanda si c'était vrai. Il dit qu'il ne savait pas encore mais que le test allait confirmer. Elle dit que c'était une situation impossible. Il dit qu'il comprenait mais qu'il ne pouvait pas faire comme si ça n'existait pas, qu'il devait savoir la vérité. Elle dit qu'elle avait besoin d'air et qu'elle allait rentrer en taxi. Il dit qu'il l'appellerait le lendemain. Elle prit son sac, embrassa rapidement sa joue, et sortit du restaurant sans se retourner. Mike resta seul un moment à leur table vide, le vin à moitié bu,
les assiettes rangées par les serveurs discrets, la musique douce qui continuait à flotter dans l'air comme si rien ne s'était passé. Puis il retourna dans la salle privée. La semaine qui suivit fut une semaine de turbulence. Mike avait commandé un test de paternité dans un laboratoire privé, le genre de laboratoire qui traite les dossiers en 48 heures avec une discrétion absolue. Elodie était restée à Londres quelques jours, dans un hôtel pas loin du restaurant, et ils s'étaient revus 2 fois pour des conversations courtes et prudentes pendant lesquelles ils marchaient sur des œufs, 2 adultes qui avaient une histoire commune douloureuse et une petite fille qui dormait entre 2 mondes. Nina, elle, était naturellement enthousiasmée par Londres. Elle n'était venue que 2 ou 3 fois dans la ville, Bristol étant sa vraie maison depuis toujours, et elle regardait les doubles ponts rouges, les téléphones publics, les parcs immenses avec des yeux d'exploration pure. Elodie lui avait expliqué que l'homme du restaurant s'appelait Mike, que c'était peut-être son papa, que les adultes devaient vérifier une chose importante avant de pouvoir lui dire avec certitude. Nina avait accepté ça avec la philosophie pragmatique des enfants. D'accord, avait-elle dit. Et est-ce qu'il aime les glaces au chocolat ? Parce que si c'est mon papa, il faut qu'il aime les glaces au chocolat. Elodie avait ri malgré elle. Oui, elle avait dit. Il les aime. Un dimanche après-midi, pendant cette semaine d'attente, Mike les rejoignit dans un parc de Battersea. C'était une de ces rares journées de février à Londres où le soleil décide de faire une apparition surprise. Pas chaud mais présent, donnant une couleur dorée aux arbres nus et aux pelouses encore humides. Nina portait son manteau violet et courait devant les 2 adultes sans se soucier du froid. Mike marchait à côté d'Elodie avec les mains dans les poches de son blouson, et il parlait. Vraiment parlait. Pas comme 2 personnes en train de gérer une situation complexe. Comme 2 personnes qui se retrouvent après un long voyage et qui cherchent à se reconnaître. Elodie lui parla de ses 6 ans. De Bristol où elle s'était construit une vie. Elle travaillait dans une école primaire comme éducatrice spécialisée. Elle aidait les enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage à trouver leur rythme. Elle avait des amis, une vie sociale, une petite maison en location dans un quartier calme où Nina avait sa chambre décorée de dessins qu'elle faisait elle-même. Elle lui parla des nuits difficiles, des premières années de Nina où elle se réveillait plusieurs fois et où Elodie était seule pour répondre à chaque appel. Elle lui parla des questions de Nina qui avaient commencé il y a environ 1 an, les questions sur le papa, pourquoi elle n'en avait pas, où il était, si elle le reverrait. Mike l'écouta sans l'interrompre. Il sentait dans chaque mot le poids de ce qu'Elodie avait porté seule et il sentait aussi, au fond de lui, quelque chose qui ressemblait à de la honte. Pas une honte terrible et paralysante, mais une honte douce et insistante. La honte de quelqu'un qui comprend qu'il a raté quelque chose d'important par sa propre faiblesse. Il lui parla à son tour. De ses affaires, de ses succès, de son appartement de Kensington. Et puis de Sandy. Il lui parla honnêtement de Sandy, de ses 8 mois de relation, de ce qu'il ressentait ou plutôt de ce qu'il essayait de ressentir. Il dit à Elodie que Sandy était une femme formidable, mais qu'il n'avait jamais réussi à avoir avec elle ce qu'il avait eu avec Elodie. Que quelque chose manquait. Il ne dit pas ça pour obtenir quelque chose. Il le dit parce que c'était vrai et que la vérité lui semblait être la seule chose raisonnable dans cette situation. Elodie l'écouta sans réagir, mais il vit quelque chose traverser son regard. Nina revint en courant vers eux, les joues roses de l'effort, les yeux brillants. Il y a des canards là-bas. Venez voir les canards. Et elle repartit aussi vite, attendant qu'ils la suivent. Mike et Elodie se regardèrent, et pour la première fois depuis le restaurant, ils sourirent vraiment. Un sourire simple, un sourire d'adulte dépassé par le naturel d'un enfant qui ne fait pas de politique. Ils allèrent voir les canards. Le résultat du test de paternité arriva le mardi suivant, par courrier électronique sécurisé. Mike était dans son bureau quand la notification arriva sur son téléphone. Il posa ce qu'il tenait. Il prit le téléphone. Il ouvrit le message. La probabilité de paternité était de 99,99%. Il resta un long moment assis dans son fauteuil, les yeux sur l'écran, à sentir quelque chose de grand et d'inconnu prendre toute la place dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la joie, pas encore. Ce n'était pas non plus de la peur, pas seulement. C'était quelque chose de plus complexe, quelque chose qui ressemblait à la conscience soudaine que la vie venait de lui donner une responsabilité qu'il n'avait pas vue venir et qui allait maintenant définir tout ce qui viendrait après. Il avait une fille. Nina était sa fille. Il appela Elodie. Elle décrocha à la 2e sonnerie, comme si elle avait attendu cet appel. Il dit simplement, « C'est confirmé ». Elle dit, « Je sais ». Il y eut un silence. Et puis il dit, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et elle dit, « On fait ce qui est bien pour Nina. »
Cette phrase fut le début de tout le reste. Les premières semaines furent maladroites. Mike était un homme habitué à maîtriser les situations, à planifier, à exécuter des stratégies avec précision. Mais être père, même à temps partiel, même en commençant à apprendre, était quelque chose que ni le droit des affaires ni les fondamentaux de l'investissement ne lui avaient préparé à gérer. Sa première visite officielle chez Elodie à Bristol fut un désastre affectueux. Il était arrivé avec trop de cadeaux, le coffre de sa Mercedes plein de jouets et de livres et de vêtements qu'il avait sélectionnés avec l'aide d'une vendeuse d'un grand magasin, trop intimidé pour admettre qu'il ne savait pas du tout ce qu'une fille de 5 ans et demi aimait. Nina avait regardé les cadeaux avec des yeux ronds, avait ouvert quelques paquets, avait décidé que le petit kit de peinture était bien mais que la poupée était trop grande et un peu effrayante, et avait finalement passé l'essentiel de l'après-midi à montrer à Mike ses dessins accrochés sur les murs de sa chambre, un par un, avec un commentaire détaillé pour chaque œuvre. « Regarde celui-là, c'est notre maison avec le soleil et les fleurs, mais en vrai y a pas de fleurs devant la maison, mais je voulais qu'il y en ait alors je les ai dessinées. Et ça c'est mon chat imaginaire qui s'appelle Potiron, mais maman dit qu'on peut pas avoir un vrai chat parce qu'elle est allergique, mais un jour j'aurai un vrai chat. Et ça c'est moi à l'école avec ma meilleure amie Jade qui a les cheveux comme une princesse. » Mike s'était assis en tailleur sur le tapis de la chambre et avait regardé chaque dessin avec la sérieux qu'il méritait selon Nina. Et pendant cette heure-là, quelque chose s'était passé. Quelque chose de silencieux et d'irrévocable. Un lien. Un vrai lien, pas encore solide, pas encore sûr, mais présent. Une première cellule d'une chose qui allait grandir. Elodie les avait observés depuis le couloir, une tasse de thé dans les mains, et elle avait dû se retourner pour que Mike ne voie pas ses yeux se remplir. Sandy, pendant ce temps, était dans un état de confusion et de douleur qu'elle gérait avec la rigueur et la froideur qu'elle appliquait à tout dans sa vie. Elle et Mike avaient eu 2 longues conversations téléphoniques après la nuit du restaurant. Elle avait posé toutes ses questions. Il avait répondu honnêtement à toutes. Elle avait demandé s'il allait s'impliquer dans la vie de cet enfant. Il avait dit oui. Elle avait demandé si ça voulait dire qu'Elodie allait faire partie de sa vie de façon permanente. Il avait dit que c'était inévitable si on partageait un enfant. Elle avait dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Le temps de réflexion avait duré 2 semaines. Puis Sandy l'avait rappelé pour une 3e conversation qui fut la plus courte et la plus douloureuse des 3. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas vivre dans une situation aussi complexe, qu'elle n'était pas de taille à s'intégrer dans une histoire qui avait commencé avant elle et qui impliquait un enfant et une ex-petite amie. Elle dit qu'elle lui souhaitait du bien. Elle dit que Nina avait de la chance d'avoir un père qui voulait être présent. Et elle dit au revoir. Mike écouta tout ça, dit qu'il comprenait, dit qu'il était désolé, dit qu'elle était une femme extraordinaire. Il raccrocha, s'assit dans le silence de son appartement de Kensington, regarda la vue sur les toits de Londres qui ne l'avaient jamais trahi, et sentit une douleur légère et propre passer en lui. Propre parce qu'au fond, même si Sandy lui manquerait, même si leur relation avait eu de beaux moments, il savait depuis longtemps que quelque chose manquait. Il savait depuis le début que Sandy n'était pas la bonne histoire. Il n'avait pas su le nommer avant. Maintenant il le savait. Les mois passèrent. Mike prit les choses au sérieux avec une intensité qui surprit tout le monde, à commencer par Elodie. Il se rendit à Bristol presque chaque week-end. Il apprit à faire les tresses de Nina, mal au début, pas droit, trop serré ou trop lâche, avec Nina qui se plaignait que ça tirait, et puis de mieux en mieux au fil des semaines, jusqu'à ce que Nina déclare un samedi matin que c'était les meilleures tresses du monde entier, ce qui était objectivement inexact mais qui lui fit un bien considérable. Il apprit les habitudes de Nina. Qu'elle ne mangeait pas les petits pois mais adorait les carottes. Qu'elle avait peur du tonnerre mais pas des araignées. Qu'elle dormait en serrant un ours en peluche gris qui s'appelait Monsieur Bernard et qui avait perdu un œil depuis longtemps mais qui était hors de question à remplacer. Qu'elle était passionnée de dessins animés mais aussi de documentaires sur les animaux, et qu'elle pouvait passer 1 heure entière à regarder des images de baleines en vous expliquant avec autorité des choses sur les cétacés qu'elle avait apprises en regardant une émission avec sa maman. Il apprit qu'elle était drôle. D'une drôlerie naturelle et inconsciente, la drôlerie des enfants qui disent des vérités sans savoir qu'elles sont drôles. Un jour qu'il essayait de lui expliquer pourquoi il vivait à Londres et elle à Bristol, elle l'avait regardé avec ses grands yeux et avait dit « C'est parce que toi tu aimes l'argent et nous on aime les arbres ». Mike avait ri pendant 5 minutes. Et progressivement, sans qu'il puisse dire exactement à quel moment ça avait commencé, il apprit à être père. Pas un père parfait, il n'existait pas de père parfait. Mais un père présent. Un père qui rappelait. Un père qui lisait les histoires du soir par téléphone quand il ne pouvait pas être là en personne. Un père qui se souvenait des noms des copines de classe et qui demandait des nouvelles de Jade aux cheveux de princesse et de Sofiane et de Lucas. Et pendant tout ce temps,
Élodie et lui apprenait aussi quelque chose d'autre. Quelque chose de plus délicat, de plus compliqué, quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'aucun des deux ne voulait nommer encore. Ce fut Élodie qui bougea la première. Pas de façon spectaculaire. Pas avec des déclarations ou des gestes théâtraux. Élodie n'avait jamais été comme ça. Elle l'avait aimé jadis avec une intensité silencieuse et profonde, le genre d'amour qui ne s'affiche pas mais qui structure tout. Et c'était exactement de cette façon qu'elle recommençait à l'aimer maintenant, à la façon d'une marée qui monte sans que personne ne l'ait décidé. Un soir de mai, Mike était venu pour le week-end comme d'habitude. Nina s'était endormie tôt, fatiguée d'une journée à courir dans le jardin de la maison d'une amie. Élodie et Mike étaient assis dans la cuisine de la petite maison de Bristol, un verre de vin devant chacun, la radio diffusant doucement de la musique en sourdine. Et ils avaient parlé. Vraiment parlé. Comme ils le faisaient avant, quand ils étaient ensemble et que les soirées s'étiraient sans qu'aucun des deux veuille qu'elles finissent. Mike avait dit quelque chose ce soir-là qu'il avait gardé en lui depuis longtemps. Il avait dit qu'il regrettait. Il avait dit qu'il savait maintenant, avec 6 ans de recul et une maturité qu'il n'avait pas eue à 24 ans, que ce qui les avait séparés venait de lui. Que c'était son incapacité à être pleinement dans une relation qui avait tout abîmé. Qu'il avait été stupide. Qu'il avait été lâche. Et qu'une des choses dont il était le plus heureux dans cette situation invraisemblable était qu'elle lui avait permis de retrouver Élodie. Élodie l'avait écouté sans bouger, les yeux sur son verre de vin. Puis elle avait levé les yeux vers lui. Et elle avait dit « Je t'ai attendu sans t'attendre pendant 6 ans ». Il y avait dans cette phrase toute l'ambiguïté de ce qu'ils vivaient tous les deux. Cette phrase qui voulait dire à la fois « Je ne t'ai pas attendu, j'ai fait ma vie », et à la fois il y avait quelque chose en moi qui n'a jamais vraiment tourné la page. Mike s'était penché en avant et il avait posé sa main sur celle d'Élodie, sur la table, et elle n'avait pas retiré sa main. Ils étaient restés comme ça un moment. La radio, le vin, les mains qui se touchaient, et dehors le jardin de Bristol dans la nuit de mai, paisible et indifférent à leur cœur qui cherchait leur chemin. Ce soir-là ne fut pas le début d'une relation déclarée. Ce fut juste un premier pas, un premier mouvement vers quelque chose qui avait besoin de temps, de prudence, de respect. Ils avaient tous les deux trop d'histoire pour se précipiter et trop de bon sens pour prétendre que ce qui se passait entre eux n'était rien. L'été arriva. Un été londonien avec ses jours qui s'étiraient jusqu'à 22 heures, ses parcs transformés en salons à ciel ouvert, ses barbecues dans les jardins et ses cris d'enfants dans les rues jusqu'à des heures impossibles. Mike prit 2 semaines de vacances, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années, et les passa entre Bristol et des sorties avec Élodie et Nina. Ils allèrent à Brighton pour un week-end, ce qui rendit Nina folle de joie, la plage, les galets, le grand manège, les glaces à 3 parfums. Mike prit tellement de photos ce jour-là que son téléphone lui signala qu'il était presque plein. Élodie le taquina en lui disant qu'il était devenu le père cliché avec son appareil photo braqué sur son enfant à chaque seconde. Il dit qu'il avait 5 ans de photos manquantes à rattraper et qu'il ne s'excusait pas. Nina ce jour-là prit la main de Mike sans y penser, comme ça, naturellement, parce qu'il marchait sur la promenade et qu'il y avait beaucoup de monde et qu'une main d'adulte était une bonne chose à tenir. Et Mike sentit cette petite main dans la sienne et quelque chose s'ouvrit dans sa poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas qu'il avait fermé. Quelque chose de chaud et de solide qui ressemblait à ce pourquoi on se lève le matin. Le soir, dans la chambre d'hôtel, Nina avait dormi entre eux, Monsieur Bernard serré contre elle, et Mike et Élodie avaient chuchoté dans le noir de chaque côté de la petite fille endormie. « Elle ressemble tellement à toi, » dit Élodie. « Elle a ton regard à toi, » dit Mike. « Non, elle a le tien. Peut-être les deux. Peut-être les deux. » Silence. « Mike, » dit Élodie. « Oui. Je suis contente que tu sois là. »« Moi aussi, » dit Mike. « Tu n'imagines pas à quel point. » À l'automne, une décision importante fut prise. Élodie et Nina déménagèrent à Londres. Ce fut une décision mûrie, réfléchie, que ni l'un ni l'autre n'avait précipitée. Élodie avait trouvé un poste dans une école d'Islington, un quartier qu'elle aimait pour ses marchés, ses librairies et son caractère mélangé et vivant. Mike avait aidé à trouver une maison en location pas trop loin, un joli appartement au rez-de-jardin avec une chambre pour Nina et une pièce qu'Élodie transforma en bureau pour ses dossiers. Nina fut enchantée par Londres. Enchantée par le métro, enchantée par la diversité de la ville où elle voyait des gens qui lui ressemblaient partout, enchantée par son école où elle rencontra une nouvelle meilleure amie du nom d'Alia qui aimait comme elle les baleines et les glaces au chocolat. Elle fut un peu moins enchantée par le fait que certains samedis elle devait partager son père avec son téléphone quand Mike avait des appels de travail importants, et elle lui fit comprendre ce mécontentement de façon tout à fait claire. Elle posait sa petite main sur le téléphone de Mike et disait d'une voix ferme « Pas maintenant papa, tu travailles trop.
Mike apprit à mettre le téléphone de côté. Ce fut Nina qui lui apprit cette leçon que personne d'autre n'avait réussi à lui enseigner en 30 ans de vie. L'hiver arriva, puis Noël. Le premier Noël ensemble. Elodie et Mike ne s'étaient pas encore officiellement définis comme un couple. C'était une de ces situations floues et douces où les deux personnes savent ce qu'elles vivent mais n'ont pas encore trouvé les mots ou le moment pour le nommer. Ils se voyaient presque chaque jour. Ils mangeaient ensemble souvent. Quand Mike restait tard le soir et que Nina était couchée, ils parlaient des heures, de tout, comme ils l'avaient toujours fait, avec ce naturel étrange et familier qui était une des caractéristiques de leur histoire. Pour Noël, ils allèrent chez les parents de Mike à Brixton. C'était la première fois qu'Elodie rencontrait ses parents. Sa mère, une femme aux épaules larges et au rire tonitruant, saisit Elodie par les deux bras dès son arrivée, la regarda de haut en bas et dit « Alors c'est toi la maman de ma petite fille ?» Et elle la serra dans ses bras avec une force considérable. Son père, plus silencieux et réservé, s'accroupit devant Nina, la regarda sérieusement et dit « Tu sais que tu as les yeux de mon fils ?» Et Nina dit « Je sais, tout le monde me dit ça. » Ce à quoi le père de Mike répondit avec un sourire immense « Ben c'est vrai. » Le réveillon fut bruyant, chaleureux, empli d'odeurs de cuisine. La mère de Mike avait cuisiné depuis la veille, un festin de riz gras, de plantains frits, de dinde marinée aux herbes, de petits gâteaux secs au sésame. Nina mangea 2 assiettes de riz et 3 plantains et annonça solennellement que c'était la meilleure cuisine du monde. La mère de Mike décida à cet instant qu'elle adorait cette petite fille. Ce soir de Noël, dans la chaleur familiale de la maison de Brixton, Mike regarda Elodie qui aidait Nina à défaire un cadeau, qui riait avec sa mère à lui, qui était intégrée dans sa famille avec une facilité qui donnait l'impression qu'elle en avait toujours fait partie, et quelque chose se clarifiait en lui avec une évidence simple et totale. Il était amoureux d'Elodie. Il l'avait toujours été. Ce n'était pas une renaissance de quelque chose de passé, c'était la continuation d'un amour qui n'avait jamais vraiment cessé, qui avait simplement attendu, sous la surface des années et des séparations, que les deux personnes concernées soient enfin prêtes à lui faire de la place. Il attendit que Nina soit occupée avec sa grand-mère. Il prit Elodie par le coude, doucement, et l'emmena dans le couloir, loin du bruit et des rires. Il lui dit simplement « Je t'aime, Elodie. Pas parce que tu es la mère de Nina. Pas parce qu'on a une histoire ensemble. Parce que tu es toi. Parce que tu es la personne avec qui je veux construire quelque chose de vrai. Et parce que je sais maintenant que je suis prêt. Vraiment prêt. » Elodie le regarda un long moment. Dans son regard passèrent toutes les années, toutes les difficultés, toutes les nuits seules à Bristol avec un bébé qui pleurait, toutes les questions de Nina sur son papa, toutes les fois où elle s'était dit que c'était mieux comme ça, que c'était plus simple comme ça, que certaines histoires ne méritaient pas d'être réécrites. Mais il y avait aussi dans son regard quelque chose d'autre. Quelque chose qui n'avait pas changé depuis 10 ans. Quelque chose qui était toujours là, exactement là où il l'avait laissé. Elle prit son visage dans ses mains. « T'as mis le temps, dit-elle. » Et elle l'embrassa. Ils commencèrent l'année suivante officiellement ensemble, comme un couple qui n'avait plus besoin de se cacher derrière des mots flous. Elodie s'installa définitivement à Londres. Mike et elle cherchèrent ensemble une maison plus grande, quelque chose qui serait vraiment leur maison à tous les trois, avec une chambre pour Nina et un jardin si possible, parce que Nina avait décidé qu'elle voulait un jardin à Londres pour y planter des fleurs comme sur ses dessins. Ils trouvèrent une maison à Hackney. Un quartier qui avait l'énergie de Londres sans la prétention de certains arrondissements plus chers. Une maison en briques rouges avec 3 chambres, une cuisine qui donnait sur un jardin carré mais ensoleillé, et un escalier en bois qui craquait sur la 3e marche, ce qui ne dérangerait pas Mike parce qu'il était toujours le dernier levé et que le craquement lui permettrait de savoir quand Nina était debout et en train d'explorer. Ils emménagèrent un samedi d'avril, sous un ciel de Londres qui balançait entre les nuages et le soleil comme s'ils n'arrivaient pas à décider. Les parents de Mike vinrent aider. Des amis d'Elodie de Bristol firent le déplacement. Et Nina, armée d'un feutre rouge, décora son nom sur le carton contenant ses affaires, en lettres immenses et colorées, et traça une flèche vers sa chambre pour que tout le monde sache où porter ses affaires. Cette maison devint quelque chose. Pas seulement un toit mais un lieu vivant, un lieu où les choses importaient. Le samedi matin avec le bruit de la cuisine et l'odeur du café. Le dimanche après-midi avec les amis qui passaient et Nina qui réclamait de l'attention. Les matins scolaires avec la course et les tresses et les tartines à moitié mangées. Les soirs tranquilles quand Nina dormait et que Mike et Elodie regardaient un film ou ne regardaient pas vraiment le film parce qu'ils parlaient. Un vrai foyer. Le premier vrai foyer de Mike de sa vie. Ce fut pendant un dîner tranquille, un vendredi soir de novembre, que Mike posa la question. Nina dormait.
Élodie préparait du thé dans la cuisine. Mike sortit sa veste de la penderie, farfouilla dans la poche intérieure, et trouva ce qu'il cherchait. Une petite boîte en velours bleu qu'il portait depuis 2 semaines sans avoir trouvé le bon moment. Il était assis à la table de la salle à manger quand Élodie revint avec 2 tasses. Elle le vit. Elle vit la boîte. Elle posa les tasses sur la table sans les faire tomber, ce qui était remarquable étant donné l'état de ses mains à cet instant. Mike se leva. Il dit ce qu'il avait à dire. Pas un discours préparé, il n'était pas doué pour les discours préparés. Quelques phrases simples et vraies. Que la vie l'avait mené à cet endroit par un chemin imprévisible et parfois douloureux, mais que si c'était le chemin qu'il avait fallu prendre pour arriver là, alors il ne regrettait rien. Que Nina lui avait appris des choses sur lui-même qu'aucun livre et aucune somme d'argent n'aurait pu lui enseigner. Que partager la vie d'Élodie était la meilleure chose qui lui était arrivée depuis qu'il était en vie. Et que si elle voulait bien de lui, avec tout ce qu'il était et tout ce qu'il essayait d'être, il voulait l'épouser. Il ouvrit la boîte. Une bague en or jaune avec un diamant central et 2 petites pierres vert émeraude de chaque côté. Les couleurs qu'Élodie portait toujours, qu'il avait observées pendant des mois. Élodie regarda la bague. Regarda Mike. Et elle dit, d'une voix qui tremblait légèrement mais dont le sourire compensait tout. Oui. Nina apprit la nouvelle le lendemain matin au petit déjeuner. Élodie lui montra la bague. Nina regarda la bague, regarda sa mère, regarda Mike, regarda la bague à nouveau. Alors maintenant vous vous mariez? Oui, dit Mike. Et après vous aurez un bébé? Mike faillit s'étouffer avec son jus d'orange. Élodie éclata de rire. On verra, dit Élodie. Nina hocha la tête avec une gravité de philosophe. Bien. Mais si c'est un garçon, je veux pas qu'il soit dans ma chambre. Le mariage eut lieu en juillet, dans un jardin privé du sud de Londres qu'un ami de Mike possédait et avait gentiment mis à disposition pour l'occasion. Pas une cérémonie gigantesque. Il ne voulait pas ça. 80 personnes, des gens qui comptaient vraiment, la famille de Mike et celle d'Élodie, des amis des 2 côtés, des collègues proches. Des tables rondes sous des guirlandes lumineuses, des fleurs blanches et vertes partout, de la musique afrobeat diffusée doucement en fond jusqu'à ce que le DJ prenne le relais le soir. Nina était demoiselle d'honneur et elle avait été consultée sur sa robe pendant des semaines. Elle avait finalement choisi une robe vert tendre avec des broderies dorées, qu'elle trouvait exceptionnellement belle et qu'elle avait décidé de garder pour toujours. Elle marcha devant sa mère lors de la procession, jetant des pétales de rose avec une concentration absolue, déterminée à ne pas rater un seul centimètre de sol. Quand Élodie arriva au bout de l'allée, Mike la vit arriver dans sa robe blanche brodée de fils dorés, les cheveux remontés et ornés de petites fleurs, et il ressentit quelque chose d'une intensité qu'il n'avait jamais connue. Pas le genre de chose qui fait parler fort. Le genre de chose qui fait se taire. Le genre de vérité qui n'a pas besoin de mots. Les vœux furent simples et personnels. Élodie dit qu'elle voulait être à côté de lui quand les choses étaient belles et quand les choses étaient difficiles. Mike dit qu'il promettait d'être là, vraiment là, pas juste physiquement mais dans tout ce que ça voulait dire. Nina, assise au premier rang entre la mère de Mike et la mère d'Élodie, regardait la scène avec un mélange d'émotion et d'importance qu'elle gérait en serrant Monsieur Bernard sur ses genoux. Monsieur Bernard qu'elle avait tenu à amener même si la grand-mère de Mike lui avait dit doucement que c'était un mariage pas une sortie en peluche. Quand ils s'embrassèrent, il y eut des applaudissements, des you-you de la famille d'Élodie, des acclamations des amis de Mike. Et Nina, depuis le premier rang, dit d'une voix parfaitement audible dans le silence qui suivit l'embrassement, « C'est beau quand même ». La fête qui suivit dura jusqu'à 2 heures du matin. On mangea, on dansa, on raconta des histoires, on pleura un peu. La mère de Mike dansa avec la mère d'Élodie sur un morceau de zouk que quelqu'un avait ajouté à la liste de lecture. Les pères de Mike et d'Élodie se trouvèrent une passion commune pour le football africain et occupèrent un coin de jardin pendant 1 heure à refaire des matchs. Les amis de Mike de Brixton et les amis d'Élodie de Bristol se mélangèrent avec cette facilité que produisent l'alcool, la bonne musique et les bonnes personnes. Et Nina dansa. Nina dansa tout le soir, avec sa grand-mère, avec son père, avec sa mère, avec Alia qui était venue en robe rose et qui était sa meilleure amie et donc naturellement invitée, avec le DJ qui lui enseigna 3 pas de danse différents, et finalement toute seule au milieu de la piste, les bras en l'air, les yeux fermés, dans sa robe vert tendre, aussi libre et aussi heureuse qu'un enfant peut l'être. Mike la regarda danser depuis le bord de la piste, un verre à la main, Élodie contre son épaule. « Tu penses à quoi ?» dit Élodie. Il réfléchit. « À cette nuit au restaurant, dit-il. Le soir où elle est arrivée en courant. » Il sentit Élodie sourire contre son épaule. « Je savais qu'elle le ferait, dit Élodie.
Elle avait vu ta photo sur mon téléphone le matin même et elle t'avait reconnu dans le restaurant en passant devant la vitre. J'ai essayé de la rattraper mais elle courait trop vite. Mike rit doucement. Elle court encore trop vite. Elodie leva la tête vers lui. Et toi tu cours encore trop? Il la regarda. Non, dit-il. Plus jamais. Elle hocha la tête. Bien. Et elle se tourna vers la piste de danse pour regarder leur fille qui dansait dans la lumière des guirlandes. Cette petite fille qui avait traversé un restaurant de luxe à toute vitesse avec ses nattes et ses perles colorées et son manteau violet pour dire un mot à un homme qui ne savait pas encore que ce mot allait changer sa vie. Le mot le plus puissant du monde. Papa. Bien sûr, la vie réelle n'est jamais aussi lisse que les beaux jours de juillet le laissent croire. Il y avait des difficultés, des ajustements, des frictions normales entre trois personnes qui apprenaient à habiter le même espace et le même avenir. Il y avait des matins où Nina était impossible, refusant de manger, criant pour une chose insignifiante, testant les limites avec cette précision que les enfants possèdent naturellement. Il y avait des soirs où Mike rentrait du travail épuisé et avait du mal à décompresser et à être pleinement présent. Il y avait des désaccords entre Mike et Elodie sur des questions d'éducation, de discipline, de rythme. Des conversations difficiles, des tensions, des moments où ils devaient tous les deux faire un effort. Mais ils avaient quelque chose que beaucoup de couples n'ont pas. Ils avaient traversé l'épreuve avant d'être ensemble. Ils avaient tous les deux été cassés, séparément, par leur propre histoire, et avaient dû se reconstruire. Elodie avait appris la force dans la solitude, Mike avait appris la présence dans la paternité. Et ces deux apprentissages mis ensemble formaient quelque chose de solide, pas de la rigidité mais de la résilience. La capacité à plier sans casser. Quand les choses devenaient difficiles, ils en parlaient. Quand ils ne trouvaient pas de solution, ils demandaient de l'aide aux parents, aux amis, à un thérapeute de couple qu'ils virent quelquefois en début de mariage, sans honte, parce que construire quelque chose de beau demande parfois des outils qu'on n'a pas forcément de naissance. Et Nina grandissait. À 7 ans, elle décida qu'elle voulait apprendre à jouer de la guitare, ce qui donna lieu à 3 mois de cours et à de nombreuses soirées où les sons produits ressemblaient à autre chose qu'à de la musique. Mais Mike et Elodie encouragèrent avec constance et à 8 ans Nina jouait ses premières vraies mélodies. À 9 ans, elle remporta un concours de dessin organisé par son école, ce qui ne surprit personne qui avait vu les murs de sa chambre depuis toujours. À 10 ans, elle commença à s'intéresser à la photographie, ce qui donna à Mike une raison légitime de lui offrir un appareil photo et de partager avec elle un moment commun. Parce que lui aussi aimait les photos, lui en avait pris des milliers depuis ce premier après-midi à Brighton. Il vivait, simplement, vraiment. Avec les bons moments et les moins bons. Avec les vacances en famille, une fois par an. Elodie voulait voyager et Mike était devenu un père qui voulait que sa fille voie le monde. Ils allèrent au Sénégal une année, en Jamaïque l'année suivante pour rencontrer la famille de la grand-mère de Mike, au Cameroun pour voir la famille d'Elodie. Nina portait en elle tous ces endroits, toutes ces langues, tous ces goûts, et en grandissant elle devenait la somme magnifique de tout ça. 3 ans après le mariage, Elodie annonça à Mike un soir dans la cuisine qu'elle était enceinte. Mike posa son couteau, regarda sa femme, et il dit quelque chose qui la fit rire aux larmes. Il dit, Nina avait raison. Elodie avait prévu ça. Elle avait attendu la bonne façon de lui dire mais finalement la bonne façon était celle-là, simple, directe, dans la cuisine de leur maison de Hackney qui sentait le dîner en cours. Le bébé naquit en mars. Un garçon que Mike voulut appeler Samuel, comme son grand-père paternel, et Elodie accepta sous condition que le deuxième prénom soit Kofi, comme son propre père. Ils s'accordèrent sur Samuel Kofi Okafor, ce qui prit 20 minutes de négociations civilisées dans la chambre de maternité et satisfit tout le monde. Nina, informée dès le début de la grossesse et associée à chaque étape, était là avec ses parents quand Samuel naquit. Elle le regarda dans les bras d'Elodie avec une expression qu'aucune photo ne pouvait vraiment capturer, quelque chose entre l'émerveillement absolu et la solennité d'un moment que même une enfant de 9 ans sent être important. Elle dit, doucement, « Il est là, monsieur Samuel. » Puis elle se tourna vers Mike. « Papa, je t'avais dit qu'il fallait un jardin. » Mike ne comprit pas tout de suite. « Pour les fleurs, » dit Nina. « Je vais lui planter des fleurs dans le jardin pour qu'il sache que le monde est beau. » Les années passèrent. La maison de Hackney grandit avec la famille, un agrandissement de la cuisine, une cabane de jardin pour que Nina puisse avoir son espace de création, une chambre de Samuel décorée en bleu et vert. Mike continua ses affaires, mais différemment. Il eut moins à prouver et davantage à construire. Il lança une fondation qui aidait les jeunes entrepreneurs afro-londoniens à financer leurs projets, quelque chose qui lui tenait à cœur depuis longtemps et qu'il n'avait jamais pris le temps de concrétiser.
La fondation devint une vraie institution en quelques années, reconnue, financée, avec des dizaines de jeunes qui en bénéficiaient chaque année. Élodie continua à travailler dans l'éducation spécialisée, obtint un master avec mention, devint responsable pédagogique dans son école. Elle écrivit aussi, dans ses moments calmes, des petits textes sur l'éducation des enfants afrodescendants en Europe, des textes qui commencèrent à circuler en ligne et qui lui valurent quelques invitations à parler dans des conférences. Et Nina, leur Nina, grandissait en un être humain qui ne ressemblait qu'à elle-même. À 15 ans, elle était grande, élancée, avec les yeux de son père et le sourire de sa mère, et une façon d'exister dans le monde qui était entièrement la sienne. Elle lisait beaucoup, photographiait tout, jouait encore de la guitare, adorait les baleines depuis toujours, et avait une capacité remarquable à mettre des mots sur des choses que les adultes autour d'elle n'arrivaient pas toujours à formuler. Un soir, elle trouva Mike dans le jardin, assis dans une chaise longue, regardant le ciel de Londres qui n'était jamais vraiment noir la nuit à cause de toutes les lumières de la ville. Elle s'assit à côté de lui. « Tu penses à quoi ?» dit-elle. Il la regarda. 15 ans déjà. La petite fille aux nattes et aux perles colorées et au manteau violet qui avait traversé un restaurant en courant. « Je pensais à toi, dit-il. À moi ? À la nuit où tu m'as trouvée. » Nina réfléchit. « J'avais peur, dit-elle. Vraiment ? Oui. Parce que maman m'avait dit que tu savais pas que j'existais. Alors j'avais peur que tu ne veuilles pas de moi. » Mike prit un moment. « Et maintenant ?» Elle haussa légèrement les épaules avec cette désinvolture que les adolescents maîtrisent si bien pour cacher qu'ils ressentent des choses importantes. « Maintenant je sais que tu veux de moi. » Elle marqua une pause. « Et j'ai un petit frère insupportable et une maison trop petite mais avec un jardin. » Mike rit. « C'est vrai que Samuel est insupportable. »« Très insupportable, » confirma Nina. Mais il grandit. Elle regarda le ciel à son tour. « Papa. » « Oui. Je suis contente que tu sois mon papa. » Il ne dit rien pendant un moment. Il posa sa main sur l'épaule de sa fille, là, dans le jardin de leur maison de Hackney, sous le ciel jamais tout à fait noir de Londres. « Moi aussi, dit-il. Je suis tellement content d'être ton papa. Voilà l'histoire. Pas une histoire parfaite, parce que les histoires parfaites n'existent pas. Mais une histoire vraie dans ce qu'elle dit de la vie. Une petite fille qui court. Un homme qui ne savait pas. Une femme qui portait seule depuis trop longtemps. Et un amour qui n'avait jamais vraiment fini de battre, quelque part sous le silence des années. Londres. Avec ses rues qui racontent tous à chaque jour, dans ses marchés de Brixton et ses parcs de Battersea et ses jardins de Hackney et ses restaurants de Mayfair. Cette ville qui prend les gens de partout et fait d'eux quelque chose de nouveau, quelque chose de mélangé et de fort et de vivant. Mike Okafor, 30 ans, millionnaire, qui croyait avoir tout. Et qui ne savait pas encore qu'il lui manquait l'essentiel. Jusqu'à ce qu'une petite fille en manteau violet crie son nom dans un restaurant étoilé. « Papa. » Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait sourire ou pleurer ou réfléchir, laisse-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu me regardes. Dis-moi ce que tu as ressenti. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, clique sur la cloche pour ne jamais rater une histoire, et aime cette vidéo pour que d'autres personnes la découvrent. Parce que les histoires comme celle-là méritent d'être partagées. Les histoires qui parlent de famille, de pardon, de second souffle, d'amour qui revient. À très bientôt pour la prochaine histoire.